derrière les stars de cinéma, vous emmène aujourd'hui dans les coulisses d'une légende du petit écran français. À 95 ans, l'icône du journalisme et de la télévision, Philippe Bouvard, fait face à l'épreuve la plus difficile de sa vie. Hospitalisé dans un état jugé préoccupant, celui que des générations entières ont connu à travers les grosses têtes et grosses têtes, où le petit théâtre de Bouvard lutte désormais contre la fragilité du temps. Et pendant que les caméras s'éteignent lentement autour de lui, ce sont ses proches, ses enfants, qui pleuraient déjà une absence imminente. Un adieu qui semble s'approcher jour après jour. Mais que s'est-il vraiment passé? Quelle est la nature de cette hospitalisation qui inquiète tant? Qu'en disent ses médecins? Et surtout, qui est Philippe Bouvard, loin des projecteurs, quand les micros se taisent et que les applaudissements laissent le place au silence? Dans cette vidéo, nous plongeons derrière l'icône publique pour découvrir l'homme, le père, le mari, celui que la célébrité a parfois éloigné de sa vie intime, mais dont la famille reste aujourd'hui le seul repère. Nous vous dévoilerons les circonstances précises de son hospitalisation. Le témoignage bouleversant de ses enfants. Des archives inédites de sa carrière exceptionnelle. Et les secrets de ces dernières années, à l'abri des caméras. Ce n'est pas seulement une page de télévision qui se tourne. C'est un pan entier de la mémoire collective qui vacille. Derrière les paillettes, derrière les sourires télévisés, il y a un homme face à sa faim et une famille brisée par l'angoisse. Restez avec nous, abonnez-vous et découvrez l'histoire que vous ne verrez nulle part ailleurs. Le vent glissait doucement sur les vitres de l'hôpital, traînant dans l'air une odeur d'oubli. C'était une fin d'après-midi pâle, de celles où le ciel semble se taire par respect pour quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Dans une chambre à peine éclairée, Philippe Bouvard, 95 ans, reposait en silence. Son visage, autrefois si familier à des millions de Français, semblait maintenant appartenir à un autre monde. Ses paupières closes, sa respiration lente, laissaient deviner la lutte discrète d'un homme qui avait tant parlé pour les autres, mais qui ne disait plus rien pour lui-même. Autour de lui, ses enfants étaient là. Ils ne parlaient pas non plus. Il n'y avait plus rien à dire. Chacun vivait ce moment à sa manière. Le fils aîné fixait le sol, les mains croisées sur les genoux, comme s'il cherchait une réponse dans les carreaux froids. La cadette, elle, ne lâchait pas la main de son père, les yeux gonflés, mais secs. Les larmes, elle les avait versées toute la nuit. C'était étrange de voir ce corps si fragile, cette voix désormais absente, quand on savait à quel point cet homme avait habité les ondes, illuminé les studios, bousculé les conventions, fait rire, fait réfléchir. On aurait pu croire qu'un homme comme lui ne pouvait pas vieillir, et pourtant, le temps, lui, ne fait de faveur à personne, même pas aux géants. La lumière du couloir filtrait à peine sous la porte, et chaque bruit, le chariot du soignant, le bip régulier des machines, un pas trop pressé, semblait soudain énorme dans ce silence feutré. Dans cette chambre blanche, l'air lui-même semblait suspendu, comme s'il hésitait à déranger ce moment entre la vie et autre chose. Assise au bord du lit, Sophie, sa fille cadette, se souvenait. Elle ne regardait pas son père, elle le tenait simplement. Sa main ridée, déformée par le temps et la mémoire, tenait la sienne, frêle et tremblante. C'était une main qui avait écrit des milliers de pages, serré d'innombrables micros, applaudi, pointé, dessiné des sourires dans l'imaginaire de tout un peuple. Mais pour elle, cette main n'était pas celle du monstre sacré de la radio. C'était la main qui l'avait aidé à faire ses lacets un matin d'hiver. La main qui avait posé une couverture sur ses épaules quand elle s'endormait dans le canapé. La main qui lui avait tendu un mouchoir, silencieux, après une déception d'adolescente. Elle avait grandi à l'ombre d'un géant, mais c'était dans les gestes simples qu'elle avait vu sa grandeur réelle. Et maintenant, ce géant dormait. Il n'avait plus rien à prouver. Dans le demi-sommeil provoqué par la fatigue ou les médicaments, Philippe rêvait parfois. Parfois, il murmurait un nom. Jean-Pierre, disait-il, puis Colette. Sa femme, fidèle, douce, discrète, qui n'était plus montée à Paris depuis plusieurs années. Elle vivait à Cannes, dans leur maison baignée de soleil, à distance du tumulte, de la notoriété, et peut-être aussi des souvenirs trop lourds. Il rêvait aussi des studios, du rire franc de Coluche, des joutes verbales avec Sim, des pauses café avec Jean-Yann, des nuits sans fin à écrire, raturer, recommencer. Tout un monde disparu, emporté par le temps, comme des vagues qui s'effacent au matin. Son fils aîné, Louis, l'observait sans mots. Depuis tout petit, il avait cherché à comprendre son père, mais il ne l'avait jamais vraiment saisi.
Philippe avait été là, sans vraiment l'être. Présent, mais lointain. Bienveillant, mais distrait. Aimant, mais ailleurs. Il avait toujours eu la sensation que son père appartenait davantage au public qu'à sa propre famille. Mais ce soir, dans cette chambre blanche, Philippe Bouvard n'était plus un monument. Il était un homme, faible, humain. Et Louis, pour la première fois, se sentait proche de lui. Dans un recoin discret de sa mémoire, entre deux éclairs de lucidité, Philippe revoyait Paris sous la pluie. Il n'avait pas encore 20 ans. L'après-guerre rendait la ville grise mais vibrante. Et lui, encore inconnu, traînait son cahier d'idées entre les cafés enfumés de Montparnasse et les couloirs trop silencieux d'une petite rédaction locale. Il n'était encore qu'un nom sur une feuille blanche. C'était avant les studios, avant la reconnaissance, avant la fatigue. Il se rappelait la première fois qu'il avait pris la parole derrière un micro. La salle était vide, mais lui sentait déjà le frisson du public imaginaire. Il s'était découvert une voix, pas seulement une voix physique, une voix intérieure. Il n'avait jamais été vraiment beau, ni très à l'aise avec le monde réel. Mais là, entre les silences, il était libre. Il se souvenait aussi de Colette, rencontrée par hasard à un arrêt de bus. Elle riait d'un rien, portait des livres de Sartre qu'elle n'avait jamais lus, et rêvait de mer. Il était tombé amoureux de cette nonchalance, de cette fragilité vive. Il s'était marié un peu vite, un peu fou, comme on saute dans un train sans regarder le quai. Louis, de son côté, n'avait jamais compris pourquoi son père semblait si lointain. Quand il était petit, il l'attendait souvent, les yeux rivés à la porte d'entrée, imaginant la silhouette de son héros franchissant le seuil, les bras pleins de surprises. Mais souvent, ce n'était que le silence, ou la voix de sa mère. « Papa travaille tard, ce soir encore. » Il ne lui en avait jamais voulu, pas vraiment. Mais le vide, lui, était resté. Et ce vide avait creusé entre eux sur une distance que les années avaient figée. Et pourtant, dans cette chambre, Louis observait le visage amaigri de son père et reconnaissait, trop tard peut-être, les traits qu'il partageait. Ce pli entre les sourcils, cette manière de garder le silence plutôt que d'exploser. Il comprenait maintenant que les hommes de cette famille aimaient maladroitement, que l'amour ne s'exprimait pas dans les gestes ou les mots, mais dans le sacrifice, l'absence, l'obstination. Il aurait voulu lui dire qu'il l'aimait, pas pour ce qu'il avait été aux yeux du monde, mais pour ce qu'il n'avait jamais su montrer. La nuit tombait, les ombres s'étiraient sur les murs. Un infirmier entra, changea la perfusion sans un mot, vérifia les constantes. La machine faisait toujours le même bip rassurant, mais dans la poitrine de Sophie, quelque chose s'effritait. Elle avait lu dans un vieux carnet de son père une phrase, griffonnée maladroitement. Ce ne sont pas les applaudissements qui nous manquent à la fin, mais les silences qu'on n'a pas su écouter. Elle s'était arrêtée sur cette phrase pendant des heures. Et ce soir-là, dans le silence de la chambre, elle l'écoutait enfin. Elle voulait que son père parte sans peur, sans regret. Elle voulait que, pour une fois, il sente que sa famille mettait là, non pas en arrière-plan de sa légende, mais au premier rang de son humanité. Elle passa sa main dans ses cheveux, blancs comme du coton, et lui murmura doucement à l'oreille « Tu peux partir en paix, papa, on est là, et on t'aime. Pas pour ce que tu as fait, pour qui tu es. » Le matin arriva lentement, comme s'il n'osait pas déranger la chambre. Le soleil n'entrait pas encore, mais déjà la lumière changeait de ton. Philippe ne parlait plus. Sa respiration s'était ralentie, espacée. Louis tenait sa main maintenant. Il n'y avait plus de rancune, plus de regret. Juste deux générations qui s'étaient enfin reconnues, dans le plus intime des silences. À ce moment précis, Philippe Bouvard n'était plus une voix, ni une légende. Il était un père, un mari, un vieil homme qui, dans ses derniers instants, avait su redevenir simple, et c'est peut-être là, dans cette fragilité absolue, qu'il avait été le plus grand. Quand on évoque Philippe Bouvard, les premières images qui viennent à l'esprit sont souvent celles des plateaux de télévision, des éclats de rire radiophoniques, des débats vifs et des formules bien tournées. Mais derrière le personnage médiatique, derrière le sourire malicieux et les lunettes épaisses, se cache une histoire familiale profondément humaine, parfois douce, parfois douloureuse, mais toujours silencieuse. Colette sauvage, devenue Colette Bouvard, était tout l'inverse de son mari. Là où Philippe aimait la lumière, elle préférait l'ombre. Là où il parlait sans fin, elle écoutait. Ils s'étaient rencontrés dans un dîner presque banal à l'époque, mais il avait suffi d'un regard, d'un échange piquant pour que le lien se noue. Colette, avec son intelligence fine et sa douceur silencieuse, avait tout de suite compris que Philippe appartenait à un monde qui ne cessait jamais de parler, et qu'il aurait besoin, plus que tout, d'une présence qui ne cherche pas à prendre la parole. Elle était restée à ses côtés pendant plus de 60 ans, souvent en retrait, mais jamais absente. Elle gérait la maison, protégeait les enfants, filtrait les appels, apaisait les colères. Dans chaque geste,
Elle avait construit autour de lui un refuge que peu voyaient, mais sans lequel il se serait probablement effondré. Elle n'a jamais cherché à être la femme d'eux. Elle était la boussole silencieuse d'un homme qui, en public, semblait toujours savoir où il allait, mais qui, en privé, doutait beaucoup plus qu'il ne voulait bien l'admettre. Avec Louis, l'aîné, la relation a été compliquée. Non pas conflictuelle, mais faite de distance et de non-dits. Philippe n'était pas un père violent ni froid, mais il était absent, trop pris par les horaires, les émissions, les deadlines, les invitations. Louis a grandi avec le bruit de la radio en fond, mais sans toujours comprendre l'homme derrière la voix. Il admirait son père, bien sûr, mais comment aimer un homme qu'on ne voit que par bribes, qu'on entend davantage dans le poste que dans la cuisine. Adulte, Louis est devenu posé, discret, sans jamais chercher à briller. Il a hérité du silence de sa mère et de la curiosité intellectuelle de son père. Mais il a toujours cherché à construire une vie à part, loin de l'écho assourdissant du nom Bouvard. Sophie, la cadette, a été plus proche. Peut-être parce qu'elle avait su attendrir Philippe, ou peut-être parce qu'elle ne lui ressemblait pas du tout. Elle posait des questions, elle osait contredire, elle pleurait facilement, ce qui le déstabilisait. Il ne savait pas toujours quoi faire de ses émotions, mais il admirait secrètement cette force douce qu'il n'avait jamais eue. Pendant les vacances à Cannes, ils partageaient des moments simples. Marcher sur la plage tôt le matin, écouter les mouettes, s'asseoir sans parler. C'est avec elle qu'il s'est montré le plus vulnérable, surtout dans les dernières années. Être enfant de Philippe Bouvard, c'était parfois une fierté, mais souvent un poids. Le nom ouvrait des portes, bien sûr, mais il fermait aussi certains espaces intimes. À l'école, on les appelait le fils de, la fille de. Et à la maison, on attendait souvent que tout tourne autour de la carrière du père, des horaires de tournage, des invités à gérer. Mais malgré cette pression, malgré les absences, il y avait de l'amour. Non pas un amour démonstratif, pas de grandes embrassades, pas de discours solennels, mais une forme d'attention maladroite, une dédicace cachée dans un livre, une carte postale envoyée depuis un studio, une cassette audio glissée sous la porte d'une chambre d'enfant. Aujourd'hui, dans cette chambre d'hôpital, où le silence règne, la famille est réunie, plus proche que jamais. Colette tient la main de Philippe comme elle l'a toujours fait, même dans l'ombre. Louis, pour la première fois, pose la tête contre l'épaule de son père. Sophie murmure à son oreille à des souvenirs de mer, de sable chaud et de glaces au citron. Ils ne parlent pas beaucoup, mais tout est là. Les silences parlent pour eux. Dans l'intimité de leur maison du Sud, à l'abri des micros et des flashs, la vie de la famille Bouvard suivait un rythme bien différent de celui des studios. Là où tout n'était que bruit, débat et lumière sur les plateaux, ici régnaient les silences feutrés, les gestes simples, les regards qui disent plus que les mots. Philippe, bien que présent physiquement, était souvent ailleurs. Pas par indifférence, mais parce que son esprit ne cessait jamais de tourner. Même quand il rentrait, il restait comme suspendu, absorbé dans une pensée qu'il ne partageait pas. Colette, sa femme depuis toujours, avait fini par comprendre que l'aimer, c'était accepter de ne jamais vraiment le retenir. Elle n'en avait pas souffert au début. Elle était jeune. Elle croyait qu'avec le temps, les choses changeraient. Mais les années avaient confirmé ce qu'elle avait senti très tôt. Philippe appartenait à son œuvre avant de lui appartenir à elle. Pourtant, il y avait de l'amour, incontestablement. Un amour étrange, discret, parfois maladroit, mais bien réel. Colette s'occupait de la maison, élevait les enfants, portait les saisons sur ses épaules, pendant que Philippe portait les mots sur les siennes. Elle savait qu'il n'était pas fait pour les banalités du quotidien. Et lui, en retour, la regardait toujours avec cette reconnaissance muette, ce respect presque sacré. Ils ne s'écrivaient pas de longues lettres d'amour, ils ne s'embrassaient pas en public. Mais ils savaient, sans avoir besoin de se le dire, leur fils aîné, Louis, avait grandi dans cet équilibre bancal. Il avait très tôt compris que la figure paternelle qu'on lui décrivait à l'école n'était pas la même que celle qu'il croisait, fatigué, le soir dans le couloir. Il n'y avait pas de dispute, pas de cris, juste une forme de distance polie, presque institutionnelle. Philippe lui posait des questions sur ses notes, parfois, s'informait de loin, par Colette le plus souvent. Mais il ne s'asseyait jamais à côté de lui pour jouer ou parler. Louis n'avait jamais osé lui en vouloir. Il s'était juste adapté. Il avait appris à se faire discret, à ne pas déranger, à exister sans bruit. Une forme d'élégance triste qu'il tenait peut-être de sa mère. Sophie, la Benjamine, était différente. Elle osait. Elle entrait dans le bureau de son père sans frapper. Elle lui lançait des questions auxquelles il ne savait pas toujours répondre. Elle l'interrompait pendant qu'il écrivait, et parfois, il riait. Un vrai rire, rare,
presque enfantin. Elle n'avait jamais eu peur de lui, peut-être parce qu'elle sentait qu'il l'écoutait, même s'il ne répondait pas toujours. Elle avait le don de percer sa bulle, de ramener l'homme à la surface. C'était avec elle qu'il partageait ses rares confidences, ses doutes sur le monde, ses regrets d'avoir trop donné au travail et pas assez à la maison. Les étés passés ensemble sur la Côte d'Azur étaient les seuls moments où la famille semblait complète. Loin des studios, des rédacteurs et des rendez-vous, Philippe se transformait. Il ne devenait pas un autre homme, mais une version adoucie de lui-même. Il marchait lentement au bord de la mer, les pieds dans l'eau, le chapeau légèrement incliné, tenant la main de Colette comme au premier jour. Il lisait des passages de ses chroniques à haute voix, à table, pour faire rire ses enfants, ou simplement pour leur montrer qu'il était encore là, avec eux. Il ne disait jamais « je vous aime », mais cela s'entendait dans sa voix, dans la façon dont il les regardait quand ils ne le voyaient pas. Avec les années, la dynamique n'avait pas changé, seulement ralenti. Les enfants étaient au parti, chacun vers une vie plus tranquille. Colette restait auprès de Philippe avec cette constance douce et solide qui lui appartenait depuis toujours. Il parlait un peu, mais tout était dit dans les silences. Et puis, la vieillesse avait commencé à prendre place doucement. Les rendez-vous médicaux plus fréquents, la mémoire qui s'effiloche, l'audition qui vacille. Mais jamais Philippe ne s'était plaint. Il avait simplement accepté, comme s'il comprenait que le silence, qu'il avait toujours craint, devenait désormais son dernier territoire. Lorsque sa santé déclina brusquement et qu'il fallut l'hospitaliser, Colette resta digne, droite, comme toujours. Louis, silencieux, apparut à l'hôpital, sans qu'on le lui demande. Sophie, elle, s'assit au chevet de son père et lui raconta tout ce qu'il avait manqué, sans colère, juste pour le lui offrir, des fragments de leur vie qu'il n'avait jamais vraiment vus, mais qui lui appartenaient malgré tout. Ce soir-là, dans la chambre, aucune caméra, aucun micro, aucune archive, juste une famille, un homme fatigué, et ceux qui l'avaient aimé malgré les absences. Et c'est peut-être là, dans cette pièce sans décor, que s'était joué le plus beau moment de la vie de Philippe Bouvard, celui où, enfin, le père avait rejoint l'homme. Philippe Bouvard n'était pas seulement une voix, un visage, un nom connu dans le monde du spectacle et des médias. Derrière le personnage public se cachait un homme qui, au fil des décennies, avait accumulé un patrimoine conséquent, reflet à la fois de sa réussite professionnelle et de ses choix personnels. Pourtant, parler de la fortune de Philippe ne saurait se limiter à des chiffres, à des biens matériels. C'est une histoire plus complexe, faite d'héritages, de biens rares, de passions cachées et de valeurs familiales profondément ancrées. Dès ses premiers succès à la radio, Philippe avait su investir intelligemment. Contrairement à beaucoup de célébrités, il ne s'était jamais laissé emporter par un luxe ostentatoire. Sa maison principale, nichée dans la campagne française, témoignait d'un goût certain pour la simplicité élégante. De grandes fenêtres laissaient entrer la lumière naturelle, et chaque pièce semblait raconter une histoire, comme si les murs eux-mêmes avaient gardé les secrets de longues conversations nocturnes, de rires partagés ou de silences lourds. Là, au milieu d'un jardin soigneusement entretenu, poussait un vieux chêne, sous lequel Philippe aimait s'asseoir pour réfléchir ou écrire. Mais la véritable richesse de Philippe Bouvard résidait dans sa collection d'objets rares et personnels. Amoureux d'art et de littérature, il avait rassemblé au fil des ans des éditions originales de ses auteurs préférés, des manuscrits signés, des lithographies d'artistes contemporains et des sculptures discrètes, mais chargées de sens. Parmi ces trésors, une édition rare de L'Étranger, d'Albert Camus, trônait dans sa bibliothèque, usée par le temps mais précieuse à ses yeux, symbole d'une pensée libre et d'une jeunesse marquée par la quête de sens. Le patrimoine immobilier ne s'arrêtait pas à la maison familiale. Philippe possédait aussi plusieurs appartements dans Paris, dont un petit appartement sous les toits du quartier latin, là où il avait vécu sa jeunesse d'étudiant, et où il revenait parfois pour retrouver l'atmosphère qui avait nourri ses débuts. Il y avait aussi une résidence secondaire sur la Côte d'Azur, non loin de Cannes, où la famille passait les étés. Ce lieu n'était pas une villa luxueuse, mais une maison de village ancienne, avec des pierres apparentes et une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Là, sous le soleil du midi, Philippe aimait se retrouver avec ses enfants, loin du tumulte de la capitale. Au-delà des biens matériels, le patrimoine de Philippe comprenait aussi des droits d'auteur et des archives audiovisuelles, des milliers d'heures d'émissions radio, des interviews, des sketchs, des écrits. Tout cela constituait un héritage précieux, mais aussi une source de revenus durables. Plusieurs maisons d'édition et sociétés de production gardaient précieusement ces archives, conscientes qu'elles représentaient
une part importante de la mémoire culturelle française du XXe siècle. Pourtant, malgré cette fortune et ses biens, Philippe n'avait jamais été un homme d'apparat. Il avait toujours refusé les cadeaux trop voyants, les investissements trop risqués. Sa philosophie était simple. Il préférait préserver ce qu'il avait, garder ce qui comptait vraiment, plutôt que de chercher à multiplier à tout prix. À sa mort, la question du partage de cet héritage devint une source de tension délicate. Colette, sa femme, fidèle compagne, avait toujours veillé à protéger la famille des regards extérieurs. Louis et Sophie, ses enfants, se retrouvaient nés face à un patrimoine, aussi matériel que symbolique, chargé de souvenirs, de responsabilités et parfois de non-dits. Le testament, sobre et précis, reflétait l'homme qu'avait été Philippe, un mélange de rigueur, de tendresse et de discrétion. Mais au-delà des chiffres, au-delà des biens, la véritable richesse que Philippe laissait derrière lui, c'était ce héritage culturel, cette empreinte dans les cœurs et les esprits. Car sa fortune la plus précieuse, c'était le sourire des auditeurs, les éclats de rire partagés, les idées semées dans l'esprit de plusieurs générations. Et c'est peut-être là que résidait le mystère fascinant de sa vie. Dans ce paradoxe, entre l'homme humble et le géant de la radio, entre le patrimoine visible et l'héritage invisible, à travers chaque objet, chaque pierre, chaque mot enregistré, se déployait une histoire, une vie entière, une œuvre à jamais gravée dans le temps. Philippe Bouvard n'était pas seulement un homme de parole, mais aussi un homme de goût subtil, qui avait au fil du temps tissé autour de lui un véritable univers personnel à travers ses possessions. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer d'une célébrité de sa stature, son patrimoine matériel reflétait davantage un homme qui avait su allier simplicité et raffinement, sans jamais céder à la flamboyance ni à l'excès. Sa résidence principale, nichée dans une petite commune paisible loin de Paris, en témoignait avec éloquence. Ce n'était pas un château, ni une villa extravagante, mais une demeure chaleureuse, bâtie en pierre, avec des volets en bois peints en vert sombre,